Très bien les gars, bon lundi à tous et laissez-moi commencer par vous dire que vous n'allez pas me croire. Vous savez, c'est l'un de ces épisodes où je dois vous promettre à l'avance que ce que je dis est vrai. Je vous en prie, allez vérifier les informations par vous-même parce que vous allez forcément me demander mais comment c'est possible? Bien entendu, il s'agit du sujet Brigitte. Mais il s'agit également d'un autre homme avec un talent très particulier, en lien direct avec mon procès. Et quand je vais vous donner la raison pour laquelle cet homme est connu, je suis sûr que vous allez vous évanouir. C'est ce que j'ai ressenti moi en lisant tout ça. Je me suis dit non mais attends, c'est trop, j'en peux plus là, c'est trop. Soyez les bienvenus sur Candace. De toute évidence, nous sommes devenus absolument viral. Tout le monde regarde la série Becoming Brigitte, d'ici à Tokyo et partout entre les deux. Et les gens essaient juste de comprendre en disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que cette femme du Tennessee a bien pu dire pour que le président français en exercice la poursuive jusqu'aux États-Unis? Eh bien, je vais vous dire, en France, de toute évidence, Brigitte frappe fort. En tout cas, elle envoie des gens pour frapper fort à sa place. Ils essaient un petit peu de nous faire tourner la tête pour qu'on se demande mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et la presse française est visiblement, de toute évidence, terrifiée à l'idée d'aborder ce sujet, en tout cas de l'aborder autrement qu'en dénonçant un complot. Et Brigitte a formulé la demande à quelqu'un proche de son entourage, un homme proche du bureau de l'Élysée, un certain Éric Dupond-Moretti, de prendre la parole en sa faveur sur cette affaire. Il a déclaré qu'il s'agissait ici d'une affaire d'État. Une affaire qui littéralement pourrait potentiellement mettre la République française à genoux. Et c'est précisément ce qu'il communique dans cette interview où il s'entretient avec une journaliste et lui demande « Et pourquoi poursuivre ce podcast aux États-Unis » Et lui il est là « Non mais attendez, juste pour clarifier, là il s'agit d'une affaire d'État ». Et c'est là qu'il avance une logique complètement démente pour justifier le fait qu'il s'agisse d'une affaire d'État. Je ne vais pas lire l'intégralité de ces échanges parce que vous pouvez les retrouver sur le compte X, anciennement Twitter de Xavier Poussard, mais je vais vous en lire un extrait parce que franchement c'est assez drôle. Donc voilà sa théorie alors qu'il s'entretient avec la journaliste Sophie Neumayer. Et donc la journaliste lui dit « Mais vous faites une connexion avec Candace Owens, elle-même connue pour être une blogueuse d'extrême droite. » Et donc lui répond « Non, la réalité c'est que le dénommé Poussard va exporter ses rumeurs outre-Atlantique, et c'est Candace Owens qui les relaye. Non seulement elle rassemble ces informations, mais avec une puissance de feu inimaginable, elle les propage. » Sophie demande 7 millions d'abonnés. Éric répond 7 millions d'abonnés. Et ce qu'on voit, et c'est probablement une coïncidence, c'est qu'avant tout, elle soutient Marine Le Pen. Elle va même jusqu'à dire « Je ne comprends pas pourquoi les Français n'ont pas élu Marine Le Pen. » Mais enfin, quoi qu'il en soit, par-dessus tout, elle est proche de Marion Maréchal. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est Marion Maréchal est la nièce de Marine Le Pen. Marine Le Pen étant la personne contre laquelle Emmanuel Macron s'est présenté à la présidentielle. Et en réalité, il a raison. Je crois qu'à l'époque où Macron était candidat, j'avais dit que les Français devaient élire quelqu'un de conservateur, parce que il se trouve que je suis conservateur. Et donc, bref, il est là. Non, mais sa nièce, Marion Maréchal, Candace la connaît. Donc Sophie lui pose la question, mais comment le savez-vous? Et donc Éric répond, tout simplement parce que Marion Maréchal, en réalité, va faire intervenir Candace lors d'une convention d'extrême droite qu'elle a organisée en septembre 2019. Et le compte de Marion Maréchal, pardonnez-moi, mais est l'un des 98 comptes suivis par Owens. Marion Maréchal a même invité ses abonnés à suivre Owens. Et ensuite, ils ont fait le pèlerinage à Chartres, ensemble, après la conversion de Candace au catholicisme. Et là, on voit que Sophie ne le suit pas trop, et elle lui dit « Ah ok, attends, je comprends pas. » En train de nous dire que, ok, Candace a parlé à Marion pendant une convention à Paris, Marion Maréchal était présente, elle se suit sur les réseaux sociaux, et puis tu me dis que Candace s'est convertie au catholicisme, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toute l'histoire là? Là que maintenant on mentionne le pèlerinage, etc., mais qu'est-ce que le pèlerinage catholique a à voir avec ça? Et c'est là qu'il va commencer à expliquer, parce qu'elle lui dit, mais que veux-tu dire, Éric? Et Éric répond, ce que je veux dire, c'est qu'ils se connaissent très bien, elles se voient, elles sont proches l'une de l'autre. Et je crois que vous voyez très bien, madame, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Comme l'a dit Paul Éluard, il n'y a que des rencontres. Et ensuite, il s'en va dans une explication pour indiquer que, à travers ce pèlerinage, parce qu'apparemment Marion Maréchal était également présente lors de ce pèlerinage, franchement, je lui ai même pas parlé, je l'ai pas vu, j'ai pas parlé, il y avait 26 000 personnes qui défilaient en même temps, et apparemment, elle le fait chaque année. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois après m'être converti au catholicisme, et franchement, je ne l'ai pas vue, j'ai pas parlé, et j'ai pas entendu parler d'elle depuis 2019, date à laquelle je l'ai rencontrée effectivement lors de cet événement. Mais lui fait un espèce de parallèle et de lien sur le fait qu'en fait, ce serait la Russie qui financerait la fin de la République française par le biais du pèlerinage de Chartres, ce pèlerinage catholique,
Parce que c'est comme ça qu'ils veulent faire tomber Emmanuel Macron et installer Marine Le Pen au pouvoir. Et de cette façon, ils mettront fin à la République. Ouais, on est d'accord, c'est complètement dingue. Mais le plus fou de l'histoire, c'est de savoir qui est cette personne. Qui est vraiment Éric Dupond-Moretti? Que là, je vous assure, il ne s'agit pas juste d'un petit détail de l'histoire. Hein. Il affirme même publiquement qu'il porte main forte aux procureurs qui me poursuivent dans cette affaire. Ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Hein. Là, c'est en train vraiment de démontrer que Brigitte fait appel à toute la clique. Hein. Qu'il est l'ancien ministre de la Justice de France. Pour les Américains qui nous regardent, voyez-le un petit peu comme le procureur général de la France, choisi par Brigitte elle-même. Et quand il a été choisi à ce poste, ça avait d'ailleurs provoqué toute l'indignation de la France. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, Éric a des compétences uniques. En d'autres termes, les affaires qu'il prend en charge en tant qu'avocat, celles dans lesquelles il intervient, ont toutes un thème commun. Et je vais donc vous parler brièvement de quelques-unes de ces affaires. Et je vous invite à effectuer vos propres recherches de votre côté, parce que je ne sais pas là de brosser un tableau absolument noir de la personne. Hein. La première affaire est connue sous le nom de l'affaire Manéché, référence à un homme qui s'appelle Denis Manéché. Il rencontre une jeune femme, jeune lui aussi, adolescent. Cette jeune femme s'appelle Laurence. Ils décident de se marier et de commencer une vie ensemble. Et immédiatement dans la foulée, ils commencent à avoir des enfants ensemble. Pour contextualiser, Denis Manéché est un ingénieur très compétent, qui gravit petit à petit les échelons dans une entreprise automobile, devient petit à petit au poste de cadre supérieur. Laurence et lui ont 5 enfants. Je vais vous simplifier la tâche en vous créant un petit tableau pour que vous puissiez suivre toute l'histoire. Ils ont ensemble 3 filles, Virginie, l'aînée, qui est née en 1981. Ensuite, ils ont Betty et une autre fille appelée Samantha. Ils ont également ensemble 2 garçons, Tony et Dimitri. Non, Skyler, tu peux laisser afficher le tableau pour que les gens puissent suivre pendant que je parle? Ok, donc Laurence, sa femme, apparemment, son passe-temps, c'est de dépenser de l'argent. Et Denis est tout à fait ravi de la laisser dépenser son argent, tant qu'il puisse parvenir à un petit accord. Et cet accord, c'est qu'elle peut dépenser tout l'argent qu'elle veut, il ne posera pas de questions, tant qu'elle ferme les yeux pendant que lui viole tranquillement leur fille. Et franchement, je plaisante pas là. C'est avis aux téléspectateurs, avis aux auditeurs, attention, disclaimer, disclaimer. C'est clairement l'accord qu'ils ont conclu ensemble. Donc, ils commencent à le faire sérieusement avec Betty alors qu'elle n'a que 8 ans. Virginie, la sœur, en est témoin. Et toutes les deux vont rapidement voir leur mère pour faire part de ce qui se passe, mais la mère les ignore parce que c'est tout simplement l'accord qui a été passé. Betty, qui est donc la sœur cadette, tombe enceinte de son père 3 fois entre l'âge de 13 et de 18 ans. À chaque fois, ils l'emmènent dans un hôpital différent parce que, elle doit avorter. Et ils veulent bien sûr avant tout éloigner tout soupçon. Ils veulent simplement que l'hôpital pense que voilà, c'est une fille qui couche à droite à gauche, une adolescente, qui va coucher à tout va avec tous les premiers venus, et donc ils vont dans 3 hôpitaux différents. Inutile de préciser que c'est pas seulement de la violence physique, le père est aussi psychologiquement violent. Et il décide de traiter Betty, donc celle qui est tombée enceinte 3 fois, comme vraiment la petite prostituée de la famille. Il a sa petite favorite, Virginie. Virginie est sa préférée, il l'appelle même la duchesse. Mais la petite Betty, il ne la supporte pas. Il la traite de petite grosse, il lui dit qu'elle est moche, il la menace. D'ailleurs, il la menace elle et sa mère à répétition. Jusqu'à cet incident où il a trouvé un mégot de cigarette, juste pour vous donner une idée de qui est le gars. Il trouve donc un mégot de cigarette par terre, là où ils habitent, et donc il leur demande « Mais c'est qui fume ici ?» Donc il les emmène dans les bois et leur pointe un fusil au visage. C'est-à-dire donc à Betty et la mère. Pas les autres, pas la duchesse, Virginie. Et peut-être si vous vous posez la question « Mais où étaient les fils dans cette histoire pendant tout ce temps ?» En fait, il les fait vivre dans un espèce de hangar sur la propriété. Un espace totalement séparé parce qu'ils n'ont pas le droit d'être dans la maison principale. Il fait cela pour 2 raisons. La première, évidemment, c'est parce qu'il veut que les fils restent aussi éloignés que possible de l'atrocité des viols répétés sur ses filles, mais aussi parce qu'il est très jaloux. Il refuse toutes sortes de concurrence masculine dans la maison où il vit avec sa femme et ses filles. Et donc c'est la raison pour laquelle il tient ses fils à l'écart et les place dans un bâtiment séparé. Bref, on accélère jusqu'aux années 2000. Betty, la sœur cadette, a maintenant 16 ans, Virginie en a 21. Et Denis décide de faire de Virginie, sa fille, donc, la femme principale du foyer. Ce qui fait que sa femme, Laurence, est-ce qu'on peut remettre le tableau s'il vous plaît? Sa femme, Laurence, est un peu comme reléguée au second plan. Il la traite un petit peu comme si c'était l'une des filles, au même rang que Samantha, mais Virginie, elle, il l'emmène partout avec lui. Bien sûr, vous avez compris, ils sont pas officiellement mariés sur le papier, mais c'est elle qui devient la femme du foyer. Il l'emmène travailler tous les jours avec lui au garage, parce qu'il se trouve qu'elle est également très douée et compétente en ce qui concerne le domaine de la mécanique et de l'ingénierie. Et donc, 1 an plus tard, Virginie, sa fille, tombe enceinte de lui. Et puisque c'est sa préférée, elle, il va la laisser garder l'enfant.
Donc, vous suivez, hein, Virginie, sa fille, est maintenant sur le point de donner naissance à son fils. Il est donc à la fois le grand-père et le père de cet enfant, Nicolas, que vous voyez en bas du tableau. Elle donne naissance à un petit garçon prénommé Nicolas, né en 2002. Attendez, ça va devenir encore plus dingue. Betty, la sœur cadette, qui fête ses 18 ans, qui, soit dit au passage, a tenté de fuguer à plusieurs reprises quand elle était un petit peu plus jeune. Vous savez, c'est la sœur qui l'a humiliée pendant toute son enfance, mais à 18 ans, elle parvient à s'échapper et tire la sonnette d'alarme publiquement. Elle va porter plainte à la police, et donc elle dit « Ma sœur et moi avons été violés par notre père à plusieurs reprises depuis l'âge de nos 8 ans. Depuis tout ce temps, nous avons souffert entre ses mains. » Et vraiment, ce qui la pousse à se rendre dans les bras de la police, hein, c'est qu'elle craint que sa sœur cadette, Samantha, qui à cette époque n'avait que 4 ans, subisse le même sort qu'elle. C'est donc là qu'elle trouve le courage de porter plainte. Elle raconte également que leur mère, Laurence, est complice, que parfois même elle va même jusqu'à planifier et participer à ses actes. Non, je vous assure, on parle d'une histoire tellement dégoûtante. Donc ça va sans dire, bien sûr, que le père et la mère, Denis et Laurence, sont arrêtés et mis en prison jusqu'en 2004, date à laquelle leurs avocats parviennent à obtenir leur libération jusqu'à la fin du procès et du prononcé de la peine. Et devinez qui rejoint l'équipe juridique? Éric Dupond-Moretti. Vous savez, celui qui pense que je suis de connivence avec la Russie et que je suis sous les ordres de la Russie pendant que je suis en train de faire mon pèlerinage. Maintenant, Denis qui est donc le père, hein, le client, est un peu psychopathe, hein, vous imaginez bien. Malgré le fait qu'il ait été libéré, malgré les instructions de rester aussi loin que possible de sa fille, il viole cette règle parce qu'il peut juste pas résister au fait d'être autour de sa fille Virginie. Il est, on peut le dire, vraiment obsédé par Virginie et il reprend petit à petit le contrôle de la famille. Maintenant, voilà, si vous êtes l'avocat Eric, vous savez très bien que ça c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour les avocats. À moins que vous réussissiez à trouver quelque chose, un moyen d'expliquer, de faire comprendre ce qui se passe dans cette famille. Et bien sûr, Éric Dupond-Moretti est prêt à relever le défi. Lui et un autre avocat, Hubert Delarue, commencent à présenter tout cela comme une histoire, attendez, je vais vous dire, comme une histoire d'inceste heureux. Ouais, et je vais vous dire, ce gars d'ailleurs, Éric, il est connu en France comme étant un ogre, hein, l'ogre de la France. En particulier à cause de cette affaire, parce qu'il présente ça comme un inceste heureux. Il commence à expliquer à la fille qu'elle doit adhérer à cette idée. Il va essayer de faire croire aux tribunaux que, les gars, vous êtes une famille incestueuse et heureuse de l'être. Toute cette histoire est consensuelle. Bref, finalement, les parents sont condamnés à 8 ans de prison pour leurs crimes. Éric Dupond-Moretti continue à se battre pour que leur peine soit réduite devant les tribunaux d'appel. Et il y parvient en faisant en sorte que Betty, la sœur, revienne sur ses allégations. Soudain, à la grande stupéfaction, elle déclare à la cour d'appel qu'elle était juste jalouse de sa sœur Virginie. Elle revient sur ses précédentes accusations du fait qu'elle ait été violée par son père, et voilà qu'elle affirme que son père et sa sœur Virginie ont en fait eu des relations incestueuses qui étaient consenties. Et je devrais peut-être mentionner au passage que tout cela a lieu à Amiens. Et oui, désolé les gars, Amiens. Oui, ce Amiens-là, où Macron est né, où il a grandi, où Brigitte Macron est née, où elle a grandi. C'est précisément là-bas que se tient ce tribunal d'appel, que se trouve ce tribunal d'appel qui organise ce procès dans lequel Éric Dupond-Moretti essaie de convaincre de son côté à cette histoire d'inceste heureux. Hein. Il explique au tribunal qu'il s'agit en réalité d'un cas d'amour extraordinaire. Un amour extraordinaire. Je me demande si ça fera partie des tactiques utilisées lorsque Brigitte et Emmanuel viendront ici pour leur affaire. Un amour extraordinaire. Parce que c'est ce qu'ils ont dit finalement. C'était un cas extraordinaire. C'était un professeur et son élève. Et c'était tellement captivant, tellement extraordinaire. Bref, on va pas s'égarer ici. L'histoire fonctionne, ça marche. La peine est réduite de façon assez conséquente pendant le procès en appel dans cette affaire qui se tient à Amiens, à seulement 5 ans de prison, dont 3 déjà, avec sursis. Sa femme écope d'une année de plus que lui, ce qui est quand même assez dingue. Mais c'est lié au fait qu'Éric Dupond-Moretti aurait travaillé sur le fait que c'est vraiment à la femme qu'il faut en vouloir, parce que derrière tout ça, c'est elle qui voulait que la relation ait lieu. Et peut-être vous vous posez la question de savoir mais comment ça se fait que Betty a échangé sa version des faits. C'est tout simplement parce que Virginie, sa sœur, l'a supplié de le faire. Et sa sœur l'a supplié de le faire parce que c'était la seule façon qu'elle avait de pouvoir récupérer la garde de son fils. Parce qu'évidemment, pendant toute cette histoire, ils avaient emmené Nicolas, le fils. Et Eric et les avocats de l'équipe sont là, écoute, si tu veux revoir ton fils... Et donc Virginie va voir Betty, et donc Virginie est là, je t'en supplie Betty, je t'en supplie, change juste ton témoignage. Je veux juste récupérer mon fils, je l'aime, c'est mon fils. Et donc Betty accepte, elle le fait. Ce que je vous dis, c'est d'après son propre témoignage qu'elle livrera plus tard. Des années plus tard, Betty a écrit un livre intitulé « Ce n'était pas de l'amour ».
Un livre dans lequel d'ailleurs elle raconte précisément à quel point Éric Dupond-Moretti était un démon. Bon, je paraphrase ici, mais oui. C'est lui qui a largement contribué à forger ce récit d'inceste consenti. Tout cela, c'était lui, et bien sûr, elle est indignée qu'il devienne ministre de la Justice. Maintenant, si vous vous demandez ce qui arrive ensuite à Virginie, eh bien, il s'avère qu'Éric s'est peut-être un peu trompé quand même. L'inceste n'était pas si heureux que ça. L'histoire se termine vraiment de façon tragique. Après avoir été autorisé à retourner auprès de Virginie grâce au tribunal d'appel d'Amiens, Denis, qui est sous surveillance judiciaire, et Virginie, qui rapporte qu'elle a peur, qu'elle est terrifiée par son père, elle craint qu'il finisse par avoir le courage de la tuer. On accélère en vitesse rapide jusqu'en septembre 2014, où Virginie prend son courage à deux mains et quitte son père avec son fils Nicolas. Elle finit par réussir de s'échapper parce que Nicolas est vraiment sa motivation, il est un peu plus âgé maintenant. Elle parvient à le faire par l'intermédiaire d'une organisation privée qui aide en particulier les personnes démunies à organiser leur évasion. Un peu plus tard, son employeur, quelqu'un avec qui elle travaille au garage, décide également de l'aider. Il s'appelle Frédéric Piard et il va l'héberger, elle et son fils. Denis, quant à lui, pendant tout ce temps, est à la recherche de sa fille, n'est-ce pas? Parce qu'il l'aime, sa fille. Si on peut appeler ça de l'amour, n'est-ce pas? Et le 7 octobre 2014, après l'avoir suivi jusqu'au garage de Frédéric, il abat Frédéric, qui tombe mort, puis il tue sa fille, Virginie, avant de retourner l'arme contre lui. Frédéric Piard meurt, évidemment, et Denis, quant à lui, survit miraculeusement. C'est vraiment une tentative de suicide ratée, mais il finit handicapé. Des années plus tard, il comparaît lors d'un nouveau procès, cette fois-ci un procès pour double meurtre. Il se présente en fauteuil roulant, il parle à l'aide d'une petite tablette. Je veux dire, comment avec tout ça vous pouvez imaginer qu'il s'agissait d'un inceste heureux? Mais imaginez quand même la surprise de Betty quand elle apprend des années plus tard que l'avocat qu'elle tenait pour le cerveau de toute cette histoire d'inceste heureux à Amiens a été choisi par un couple d'Amiens précisément pour devenir ministre de la Justice de tout le pays. Et pas seulement ça. Pendant qu'il était ministre de la Justice, Emmanuel Macron, vous vous souvenez Emmanuel Macron quand il a remis la Légion d'honneur à Patrick Buy, ce chirurgien qui a travaillé à refaire le visage de Brigitte, eh bien il se trouve qu'il remet également la Légion d'honneur à, et nous avons une photo pour illustrer ça, à Hubert Delarue. Et c'est donc le ministre de la Justice de la France qui lui remet, qui lui attache cette Légion d'honneur à ce même avocat qui a donc collaboré avec Moretti, Dupond-Moretti, pour imaginer cette stratégie de l'inceste heureux. Et oui, il en reçoit une. Tout le monde reçoit la Légion d'honneur. Tout le monde reçoit la Légion d'honneur. Tous ceux qui font des choses bien reçoivent la Légion d'honneur. Et bon, j'imagine si vous êtes quelqu'un de sensé, vous vous dites, non mais attends, la liste, ça se limite à une seule affaire, c'est ce que les avocats de la défense sont censés faire aussi, Non, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce n'est jamais aussi simple que ça quand il s'agit d'Emmanuel et Brigitte. Toujours un schéma qui se dessine et se redessine. Et de toute évidence, ce Eric a des compétences vraiment spéciales. Il s'intéresse à vraiment un ensemble de circonstances très uniques, l'inceste, la pédophilie, et cela m'amène à vous raconter une autre histoire complètement folle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant quand je regarde un peu dans le chat, ça doit être un des petits mignons de Brigitte, un de ses dragons pour la défendre. Oui, bon on sait, tu vas parler de l'affaire d'Outreau. Et les gars, j'ai même pas encore abordé l'affaire d'Outreau. Tellement il y a d'affaires à aborder. Mais ça y est, c'est l'heure. Maintenant, on va parler de l'affaire d'Outreau. Ils sont là, non mais ça n'a pas d'importance que les avocats défendent, ils sont avocats après tout. Oh mais si, je vous assure, c'est intéressant, c'est tellement intéressant. Je dois vous dire un truc, une des choses qui m'a vraiment frappé dans l'affaire Manéché, et franchement vous pouvez vous renseigner encore une fois par vous-même, l'affaire Denis Manéché, ce sont tous ces lieux qui nous sont un petit peu familiers depuis l'affaire Bicovine-Brigitte. Commençons par Amiens, la ville natale de Macron, des Macron, Brigitte et Emmanuel. Et puis, il y a ensuite le Pas-de-Calais, environ 1 heure au nord. Et si ça vous semble un peu familier, c'est tout simplement parce qu'à la lecture de la biographie d'Emmanuel Macron, nous voyons qu'il a failli se présenter aux élections là-bas, c'est là qu'il a commencé sa carrière, mais c'est aussi là que Brigitte a commencé la sienne comme attachée de presse de la chambre de commerce. Avant, bien sûr, vous savez, de décider soudainement de devenir enseignante, et puis c'est là qu'elle va commencer à enseigner Emmanuel. Alors tout ça, c'est très 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 complexe. Mais c'est aussi tellement pratique, tous ces gens-là évoluent toujours dans les mêmes cercles, les mêmes endroits en même temps. Eh bien, il y a une autre affaire qui a eu lieu dans le Pas-de-Calais. Allez-y, les gars, je pense que pour celle-ci, on peut simplement afficher la page Wikipédia. Sans trop entrer dans tous les détails, mais oui, l'affaire d'Outreau fait référence à une affaire criminelle de pédophilie qui s'est déroulée entre 1997 et 2000 à Outreau.
encore une fois, Outreau, dans le Pas-de-Calais. Et donc on apprend ici qu'il y a eu une longue enquête qui a révélé un large, vaste réseau pédophile. Une quarantaine d'adultes ont été accusés, une cinquantaine d'enfants ont été potentiellement victimes. Et il ne s'agissait pas ici d'une simple affaire de pédophilie, mais également d'inceste. On y apprend que le procès s'est tenu en 2004, dans un tribunal du Pas-de-Calais, où 12 enfants ont été reconnus victimes de viols, agressions sexuelles, corruption de mineurs et proxénétisme. 10 des 17 adultes accusés sont ensuite condamnés à faire de la prison, mais voilà qu'ensuite un nouveau procès en appel, et 6 des 10 adultes condamnés ont été acquittés. 4 d'entre eux n'ont même pas eu à faire appel. Il est écrit ici, d'entre eux n'ont même pas fait partie du procès d'appel, et pourtant ils ont été acquittés. Qui a pu faire ça? Oh, bah oui, bien sûr, les gars, c'est Eric, à nouveau. Eh oui, Eric, encore une fois. Non seulement il a fait acquitter certains de ses adultes, mais il a aussi fait parler beaucoup de lui. Ils ont ensuite, vous savez, fait tous ces documentaires pour faire croire qu'ils étaient tous... oui, bon, vous savez, certains parents étaient coupables d'avoir fait ces choses à leurs enfants. Mais en réalité, tous les autres ont juste été absorbés par toute cette histoire, indépendamment d'eux. Et d'ailleurs, si vous descendez jusqu'en bas de cette page, Skyler, si tu peux remettre la page, vous allez à la section point de vue de l'enfant des victimes. Parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse y arriver. Ouais, c'est assez long, il s'est passé beaucoup de choses dans cette affaire. Ouais, voilà, c'est là. Le point de vue des victimes, des enfants qui ont été victimes. On peut y lire, avec la diffusion en 2023 d'une série télévisée sur l'affaire sur France 2, l'une des victimes, un enfant de la famille principale de l'affaire, Jonathan Delay, a appelé au boycott. Il a allégué que la série constitue une manipulation médiatique en présentant les adultes comme les premières victimes de cette affaire. La série ne montre absolument pas que certains enfants, comme Jonathan Delay, restent absolument convaincus de la culpabilité de certains des acquittés. On peut également lire que pendant le procès, le comportement d'Éric Dupond-Moretti, l'avocat des acquittés d'Outreau, puis par la suite le ministre de la Justice de la France, est également mis en cause. Selon une rumeur réapparue pendant la diffusion de la série sur France 2, il aurait terrorisé une petite fille de 7 ans qui, par peur, se serait urinée dessus. Maintenant, sachez que son nom vous est familier parce qu'il apparaît également dans la série Becoming Brigitte, le livre écrit par Xavier Poussard, et il raconte l'affaire, les agissements d'Éric Dupond-Moretti, alors que nous sommes juste en train de révéler toute cette orbite qui se situe autour des Macron, et il s'avère qu'Éric Dupond-Moretti a été violemment dénoncé par les psychiatres pour sa méthode. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont arrêté tous ces adultes, ils les ont déclarés coupables, et ensuite il est allé interroger les enfants. Et il s'avère qu'un expert psychiatre nommé Gérard Lopez a déclaré la chose suivante lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Il a dit, je cite, « Savez-vous que M. Dupond-Moretti a interrogé un enfant de 7 ans à Saint-Omer pendant 6 heures? Il a interrogé une enfant de 7 ans pendant 6 heures et il a constaté que le témoignage de cet enfant était erroné, incohérent. C'est ce qui a changé le procès d'Outreau. Souvenez-vous, il s'agit d'une affaire où tous les enfants ont été reconnus comme victimes. Tous, 12 sur 12. Donc vous voyez, un gars comme Dupond-Moretti ne devrait pas être toléré. Je suis un expert et donc il ne me fait pas peur. Je suis un expert auprès des tribunaux depuis 30 ans maintenant. Mais imaginez un enfant, imaginez le petit Delay. Un enfant qui a vécu des horreurs avec cet ours, Eric, qui lui hurle dessus. Et le président ne dit rien du tout. Fin de citation. Ouais, comme je l'ai dit, vous pouvez passer en revue toutes les affaires dans lesquelles il décide d'intervenir, les arguments qu'il avance, comment il les présente, comment il y parvient, comment il les obtient, comment il arrive à obtenir toutes ces réductions de peine, tous ces acquittements. Maintenant, ok, au cas où vous diriez que c'est un peu bizarre quand même. Il s'agit toujours de pédophilie, d'inceste. Bon, au moins on peut dire en ce qui concerne Éric Dupond-Moretti, c'est qu'aucune de ces affaires n'implique la transsexualité. Je plaisante. Bien sûr qu'il y a des affaires qui impliquent des personnes transgenres. En ce moment même, d'ailleurs, il y en a une qui est en cours, vous pouvez aller la consulter. Il s'agit d'un jeune Coréen qui s'appelait Kim Jae-duk, devenu Eva Son Forgé. Bon bref, c'est toute une histoire, on va pas rentrer dans les détails. Il s'agit d'un jeune Coréen adopté par un Français nommé Bernard Forgé, et parce que son père est actuellement accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Et vous allez me dire, mais en quoi ça concerne l'affaire? Eh bien, ça concerne l'affaire parce qu'en fait, ce jeune femme, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui évolue largement autour de la sphère des Macron, qui a été pris en photo avec Benalla, etc., etc. J'imagine qu'aux États-Unis, on pourrait le qualifier un petit peu comme jeune de moins de 30 ans ayant réussi, quoi. Petit génie coréen qui a été très impliqué pendant la campagne, qui avait un avenir politique extrêmement prometteur, eh bien, maintenant s'appelle Eva Forgé.
Et bon, il s'agit là d'allégations, donc nous n'allons pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà qu'il commence à dénoncer Éric Dupond-Moretti, à dénoncer tout un réseau de personnes qui, selon lui, connaissent des choses sur ce qui se passe dans les coulisses en France. Alors, que penser de tout ça? Que penser du fait qu'il semble maintenant complètement impossible pour les Macron de réussir à trouver quelqu'un qui puisse les représenter, qui puisse les accompagner, quelqu'un qui puisse, voilà, les financer, évoluer autour d'eux, une personne qui n'ait pas d'histoire ou qui ne défende pas une histoire qui soit en rapport avec ces thèmes récurrents. Franchement, j'ai l'impression qu'ils se moquent de nous. J'ai l'impression que ça devient même un peu bizarre pour eux. Comme si ça devenait un peu un sport d'exhibitionnisme, quoi. Ça devient tellement gros, tellement récurrent que c'est comme s'ils voulaient se faire prendre. Ils sont là en mode, mais jusqu'où on peut pousser le truc sans qu'ils nous révèlent? Pourquoi nommer un type pareil ministre de la Justice? Est-ce qu'il y avait personne d'autre qui était disponible en France à ce moment-là? Et oui, bien sûr, les gens sont révoltés à cause de ces histoires passées, mais maintenant, voilà que vous l'impliquez à nouveau dans cette affaire qui me concerne aux États-Unis. Et maintenant, vous avez l'audace de déposer plainte contre moi. Comment ose-t-elle prétendre que notre réseau, notre syndicat, peu importe, c'est quoi le vocabulaire exact, Skyler, de ce qu'ils ont dit? Ah oui, voilà. Owens a étayé ses accusations de violence et de criminalité en affirmant que les Macron étaient entourés de criminels, de pédophiles, d'un réseau extraordinaire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Les gens qui vous entourent sont extraordinaires. Hein. Franchement, Brigitte, t'arrives même pas à choisir un tapis sans que celui qui l'a conçu ne soit mêlé à un scandale pédophile. Oh, je savais pas, oh là là, thank you very much. Je savais pas ce qu'il s'agissait, j'en avais aucune idée. C'est pas notre faute, c'est les gens qui sont autour de nous, c'est pas nous. Franchement, j'arrive pas à expliquer pourquoi tous les gens qui nous entourent sont impliqués dans de telles affaires. Oui, bon d'accord, il faut bien l'admettre. Et Emmanuel avait 14 ans, bon maintenant on dit qu'il a 15 ans. Qu'il avait 15 ans, hein, parce que pour le procès, on est un peu obligé. Au début de l'histoire, vous disiez qu'il avait 17 ans, puis là, il est descendu à 16 ans. Bon, voilà maintenant qu'il avait 15 ans. Bon, j'imagine qu'à la fin du procès, on va vous emmener à dire qu'il avait 14 ans, parce qu'en fait, c'est la vérité, il avait 14 ans. Oui, bon, d'accord, Candace, mais quand même, il était sur scène, il était si beau, ce garçon était si intelligent. Oui, bon, d'accord, je suis tombée amoureuse de ce petit garçon de 14 ans, bon, c'est peut-être un peu bizarre. Bah, d'accord, mais bon, moi, quand même, non, mais non. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de bizarre chez moi. Il n'y a rien de bizarre avec ma perruque. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et franchement, moi, ça me fait juste penser à une sorte d'exhibition volontaire. Hein. C'est extrêmement dérangeant et je sais pas, peut-être que ça veut dire qu'ils aiment l'attention. Je me posais d'ailleurs cette question à moi-même, je me disais, ok, bon, tu te sors de cette histoire. Hein, on imagine, t'es prof, tu sors avec ton élève, t'es super dégoûtant, tellement dégoûtant que ses parents le font changer d'établissement. Tu admets toi-même tout cela dans le procès. D'ailleurs, pourquoi l'admettre pendant le procès? Bref, tu t'en tires impunément, tu épouses cet enfant qui finit par devenir adulte, tu l'épouses dans une cérémonie bizarre. D'ailleurs, on n'a même pas encore parlé du sujet, je viens de vous balancer ça, mais on va aborder ça dans la 2e saison de la série Becoming Brigitte. Pourquoi alors aspirer à ce point à devenir la première dame? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu comme s'il y avait quelque chose là-dedans qui doit quand même leur plaire. Parce que si après le procès tu t'en sors impunément, tu n'as pas juste envie de disparaître en te disant « Ok, j'ai eu mon élève, c'est suffisant, non, il s'arrête pas là. » Ils disent « Non, moi je veux devenir première dame. J'ai besoin qu'on me vénère, j'ai besoin qu'on m'adore, et maintenant je vais porter plainte. Et puis d'ailleurs, je dois être un petit peu drôle quand je vais porter plainte. » Avec mon petit pantin d'Éric Moretti, Dupond-Moretti qui rôde, et puis qui dit « Mais enfin, c'est ridicule !» Même si, littéralement, le gars est impliqué dans certaines affaires où la question ne se posait même pas, hein. Des affaires où c'était de la pédophilie, où ça a été prouvé que ça se produisait bien, qui se sont produits dans la même région que Emmanuel et Brigitte, là où ils ont grandi, là où ils ont commencé leur carrière, mais tout ça n'a rien à voir. Panda, c'est juste dérangé, c'est une folle. Je vous assure qu'il n'y a rien à voir dans cette histoire. Franchement, je sais pas, vous en pensez quoi, les gars? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je me dis, là, comme en train de tirer juste un fil, et il y a plein de choses qui sont sur le point d'être révélées. Et je vais vous dire, peut-être qu'Emmanuel Macron veut que ça se passe comme ça après tout. Peut-être qu'il a ce petit côté masochiste et que ça lui plaît que toutes ces choses soient révélées. Peut-être qu'il veut que les gens sachent, comme s'il disait, je sais pas. Bref, en tout cas, moi, je vous assure que je suis vraiment ravi de ce procès. Et aussi, je dois dire quelque chose à propos de Tom Claire Locke, enfin bref, donc le cabinet d'avocats des Macron, qui fait tout le tour de CNN, hein. Est-ce que l'argent qu'ils vous donnent, ça en vaut vraiment la peine?
Je me dois poser la question. Je pense que c'est légitime de poser cette question. Vous savez, tous les gens impliqués dans cette affaire en France, je les regarde un peu de travers, un peu sur le côté. Je regarde pas Tom Claire de cette façon. Parce que je vous connais, vous êtes américain, je sais comment ça fonctionne, tout est une question d'argent. De toute évidence, avec cette histoire, vous allez gagner une tonne d'argent. Mais quand on arrive à un certain niveau comme ça, je me dis, est-ce que ça en vaut encore la peine? Vous savez, en tant qu'avocate, je me dis qu'il y a forcément des affaires dans lesquelles je ne voudrais pas m'impliquer. Et quand vous regardez à cette affaire, et je sais que vous avez regardé chaque minute de la série Becoming Brigitte, je sais que vous êtes très bien au courant de combien de personnes dans cette affaire tombent dans des petits scandales de pédophiles. Je sais également que vous savez pertinemment quel âge Macron avait vraiment quand tout cela a commencé. Est-ce que vous, en tant que cabinet d'avocat, ça en vaut vraiment la peine de vous dire que ça va devenir votre héritage, juste pour de l'argent, parce que ça va véritablement être l'héritage de l'image de votre cabinet? Cette histoire est quelque chose quand même d'énorme. Vous savez très bien que je ne reculerai pas dans cette affaire. Je ne reculerai pas. Je sais pas comment vous faites pour regarder vos enfants dans les yeux quand vous les couchez le soir. Qu'est-ce que vous protégez? C'est quoi votre combat? Franchement, des fois, j'aimerais vraiment que les gens n'aient pas autant d'attachement à l'argent. J'imagine sûrement que c'est parce que moi, je ne l'ai pas, je vous assure, je préférerais mourir que de défendre un truc comme ça. Je préférerais mourir que de répondre à des appels téléphoniques d'Eric, comme cela a été suggéré d'ailleurs. Parce qu'il a dit qu'il travaillait avec l'équipe juridique aux États-Unis sur cette affaire. Il a dit qu'il les aidait dans cette enquête. Je vais vous dire, je préférerais mourir que de recevoir un appel téléphonique d'Éric Dupond-Moretti personnellement. Du genre, je veux pas qu'on ait le moindre contact ensemble sur quoi que ce soit. Avec cette espèce de petit psychopathe. Comme je vous l'ai dit, allez voir sa page Wikipédia, allez voir toutes les affaires dans lesquelles il s'est impliqué. Sérieusement, c'est qui ce type? Mais qui est ce type? Et pourquoi Brigitte l'a-t-elle spécialement choisi pour s'impliquer dans cette affaire? Posez-vous la question, hein. Évidemment, on ne connaît pas la réponse. Tout ce qu'on peut faire, c'est se poser la question. Et eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de nous faire taire. Ok, quoi qu'il en soit, passons aux commentaires. Je regarde les commentaires, oui, les gens l'appellent l'ogre. Je plaisante pas, hein. Il a vraiment l'air d'un ogre. Hein. Bon, j'imagine qu'il va me coller un procès pour ça. Oh, c'est de la diffamation. Je suis pas un ogre, de toute évidence. Je fais juste des trucs d'ogre. Mais voilà le truc, Eric, parce que je sais que tu me regardes. T'as dit que t'allais enquêter sur moi, mais moi j'ai enquêté sur toi en premier. Je t'assure que tu trouveras rien du tout dans mon passé. Et pendant que t'étais en train d'élaborer cette petite théorie complètement ridicule, tu sais, je suis arrivé au kilomètre 37 du pèlerinage, et puis d'un coup, Poutine est apparu. Et là, il m'a dit, Cordas, t'es prête pour tes instructions? C'est un pèlerinage catholique orthodoxe. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que les orthodoxes sont en train de nous donner des instructions, mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes tous tellement fous, vous êtes complètement dérangés. Franchement, ça m'intéresse, cette histoire m'intéresse. Franchement, je veux savoir ce qui se passe à Paris, mais qu'est-ce qui se passe même depuis la Révolution française? Et franchement, pour être honnête, c'est tellement dégoûtant. Et je pense que vous êtes tous des gros malades. Et vraiment, non, c'est mon opinion. Et je sais que vous comprenez pas cette bête qui est l'Amérique, où on a la liberté absolue de pouvoir dire des choses pareilles, où je peux dire que pour moi, Candace Owens, vous êtes des malades. Je peux également dire que vous me rendez malade. Je peux dire que vous êtes tous une bande de petits pervers. Vous aussi, Eric. Je crois, moi, Candace Owens, que vous êtes un pervers. Eric, le petit pervers. Oh là là, qu'est-ce que vous allez faire? Oh là là, mon Dieu, j'ai peur. Oh là là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous allez me poursuivre encore, me poursuivre encore plus dur. Vous allez produire encore 200 nouvelles pages de... Franchement, je vous assure, tout ce qu'ils ont mis là-dedans, c'est que des déclarations hors contexte. C'est même pas exactement ce que j'ai dit, c'est même pas les phrases complètes, c'est juste des petits bouts de phrases recontextualisés pour que ça les arrange. Franchement, j'ai tellement hâte de lire l'intégralité de ce truc, hein. Et je voudrais vraiment parler de votre intérêt pour toutes ces affaires que vous traitez, qui se déroulent toutes dans les mêmes villes et départements français que vous connaissez bien. Bref, passons aux commentaires. Nous avons là le commentaire de quelqu'un, d'ailleurs merci beaucoup, vous venez de faire une donation énorme, merci pour votre soutien, et qui nous dit qu'il était en France il y a un mois. 90% des habitants que j'interroge pensent que Brigitte est née homme. Ils l'appellent là-bas Jean Brébry. Ouais, non, je sais bien, ils me détestent parce que j'ai aggravé l'affaire. Et n'oublions pas qu'ils ne poursuivent pas Xavier Poussard, pourtant ma série est basée sur son reportage à lui. Et la raison pour laquelle ils font ça, nous l'avons déjà abordé, c'est parce que cette plainte n'était qu'une opération de communication. Ils essaient de stopper l'affaire en portant une plainte ridicule, en m'accusant de toutes sortes de choses que je n'ai pas faites d'ailleurs. Tout ça parce que je viens de révéler la vérité sur leur passé. Je viens de révéler la vérité à propos d'Eric. Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux dire, allez vous-même, vous pouvez juste regarder sur Wikipédia. Hein. Je suis désolé que toutes les affaires qui l'intéressent sont... je sais pas. Il s'est vraiment trouvé une petite niche d'exercice très particulière. Hein. Nous avons ensuite Rose. Oh, merci Rose, c'est également un don énorme que vous venez de me faire, merci beaucoup. Rose dit que Dieu vous bénisse et que la vérité continue d'être révélée. Christ est roi. En effet,
Christ est roi. Et si vous êtes un menteur, alors forcément vous allez détester la royauté de Jésus parce que c'est ça qui représente la vérité.